Comme chaque jour, on s'intéresse évidemment au marché, on voulait comprendre un peu ce qui se passe. Un peu mieux aujourd'hui, un petit rebond après 2 séances de forte baisse. 3 séances, Laurent, il y a eu 3 séances de baisse. On a eu jeudi, vendredi et lundi. Oui. Quoi, oui? Oui, mais vous l'avez dit, c'est des marchés effectivement qui naviguent en ce moment. Et voilà, et c'est ça le sujet. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour. Direct à la rédaction de Boursorama. On sent quand même qu'il y a de la crispation et de la tension, il y a beaucoup de prudence parce qu'il y a une dégradation du contexte géopolitique, économique, monétaire. Ce qu'on peut dire, c'est que le CAC 40 n'a pas salué en grande pompe la réélection d'Emmanuel Macron. Non, c'est ce que je disais hier dans le débrief bourse, pas d'état de grâce ni sur les plateaux télé dimanche soir, ni sur les marchés lundi avec ce CAC. Débrief bourse à retrouver tous les jours bien en sûr, direct. À 18h. Voilà. Avec ce CAC qui perd 2%, un recul marqué. C'était hier, ça. C'était hier, pas mal de valeurs attaquées. Et c'était intéressant parce qu'on avait le repli assez marqué du baril de pétrole, donc qui a entraîné les valeurs parapétrolières et pétrolières dans son sillage, les valeurs du luxe qui sont aussi très attaquées maintenant depuis quelques mois. Hein. Et puis l'euro qui lui aussi faiblit face au dollar. Il était hier à 1,0704$. Bon, donc il n'y avait rien à voir avec entre Macron et la baisse des boursiers. Non. Le vrai sujet est ailleurs et ça avait commencé sur les marchés asiatiques le matin avec ce recul de l'indice chinois, le CSI 300, 4,9%. Hein, on était sur un des plus forts reculs depuis avril 2020 et ce qui est à l'origine de ce recul, eh bien, c'est quelque chose qui finalement... Jusqu'à peu de temps, était relativement peu traité par les médias qui étaient davantage sur la crise en Ukraine et sur l'élection présidentielle française, c'est la flambée de Covid-19 en Chine. Et la stratégie zéro Covid de Pékin. Et la stratégie zéro Covid de Pékin. Les 25 millions de personnes qui sont confinées à Shanghai dans une rigueur qui est absolument hallucinante. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de gens qui filment, les gens qui hurlent aux fenêtres parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux ou ceux qui essayent de s'enfuir. Enfin, c'est assez dingue. Et puis, on le voit, il y a quand même, malgré tout, 2 nouveaux cas qui se répercutent. Ça fait à peu près 1 mois que Shanghai est vraiment sous les verrous, si je puis dire. Et pourtant, il y a eu 17 000 nouveaux cas. Et puis, on a le Covid-19 qui arrive à Pékin, avec là aussi une semaine intensive de tests. 12 districts sur 16 qui sont invités à réaliser 3 tests PCR cette semaine. Tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne à la fois de la désorganisation, même si certaines entreprises ont été autorisées à redémarrer à Shanghai. Ça nous donne forcément des craintes sur à la fois, là aussi, la croissance, notamment la croissance chinoise. Et puis, alors qu'on n'arrête pas de parler de désorganisation de la chaîne de production, de l'inflation liée aux matières premières, c'est pas l'arrêt de la production en Chine qui va améliorer les choses. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Et puis, on a aussi des signes. Hein, la consommation en Chine qui a reculé 3,5% en mars. Donc, voilà, plusieurs signaux inquiétants qui viennent de Chine et qui expliquent hier, en tout cas, cette forte baisse des marchés. Bon, après, il y a aussi, on en a parlé, mais c'est vrai que quand Jérôme Powell nous dit il est possible que, voilà, sur la table, qu'on fasse 50 points de base de hausse sur les taux dès le mois de mai. Pourtant, c'est comme relativement attendu. Et là, tout d'un coup, tout le monde ne m'a pas niqué. J'ai l'impression, non, en fait, j'ai l'impression que Powell n'est pas pris au sérieux, en tout cas jusqu'à une période assez courte, et qu'on a eu l'impression pendant de très longues semaines que les marchés ont dit cause toujours. Ok, oui, l'inflation, c'est grave, tu nous en parles. Et puis, le discours des banquiers centraux, on peut parler effectivement de la Fed, mais on va aussi parler de la BCE, qui a réaffirmé avec insistance, alors que par ailleurs, en fait, ce qu'on attendait sans doute, David, c'est qu'au fur et à mesure où les conditions se dégradent, on attendait une atténuation, un adoucissement du discours en disant « Ah là là, on prévoyait de remonter les taux, mais on se rend compte qu'il y a… » c'est pas ça qu'on a. C'est-à-dire qu'effectivement, dès la semaine dernière, Powell était à un débat organisé par le FMI pour expliquer que dès effectivement les réunions du 3 et 4 mai, une hausse des taux de 0,5% était sur la table. On a aussi la BCE, et donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait potentiellement, là maintenant les marchés sont à 3 hausses de taux d'un demi-point pour la Fed. Et puis, Lagarde en a parlé, Christine Lagarde, en disant c'est possiblement en fin d'année. Oui, sauf que Louise de Guindos, de son côté, dit que dès juillet, on pourrait parler d'une hausse de taux qui est plutôt colombe. Ouais. C'est ça aussi d'ailleurs qui est intéressant, c'est le durcissement de part et d'autre de l'Atlantique, des membres jugés plutôt colombes, qui aussi ont évolué en direction. Donc de Guindos qui nous dit qu'effectivement, une hausse
en juillet de 0,25 ce serait possible, suivi d'autres. Et puis on avait ce matin Martin Kazax qui nous disait qu'il était plutôt confortable. Qui est Martin Kazax? C'est un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui aussi venait apporter sa pierre à l'édifice en disant qu'il était plutôt confortable avec cette anticipation des marchés de 3 hausses de taux d'un quart de point pour la BCE d'ici décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, David, alors que les signaux sont quand même en train de virer, on va dire, au orange dans pas mal de paramètres de l'économie, les banques centrales, pour le coup, restent sur leur position, et ça aussi, ça fait mal au marché. Pourtant, quand on regarde les rendements obligataires, on a une flambée des taux, sauf depuis là, quelques heures où ça a semblé un petit peu se détendre gentiment. Oui, parce que là aussi, à la fois, il y a eu hier ce flight to quality, c'est-à-dire que puisque ça va mal, on va acheter du dollar et on va acheter des obligations d'État américaines. Donc ça en fait baisser mécaniquement. Et ça en fait baisser le rendement. Et puis, il y a toujours cette question que les marchés se disent que si ça vire vraiment mauvais, les banques centrales vont être obligées de mettre de l'eau dans leur vin. Ça va être très intéressant. Enfin, intéressant, oui, c'est une façon de voir les choses. Ce qui va se passer dans les mois à suivre, parce que est-ce qu'on va maintenir cette position très très stricte des banques centrales, alors que les marchés attendent clairement qu'elles fassent un geste dans les semaines qui viennent? Quand on met tout ça bout à bout, ça donne des perspectives de croissance qui sont un petit peu rabougries, pour reprendre le terme qui est cher à notre président réélu. Oui, on a eu la Banque mondiale qui a parlé, il y a eu le FMI le 19 avril. Cette fois-ci, on est désormais... Alors, ça reste pas mal. On est passé de 4,4% selon les estimations de janvier 2022 pour la croissance mondiale à 3,6% selon le FMI. Le FMI qui nous prévient et qui nous dit que ça pourrait encore baisser si les sanctions continuent, à se durcir notamment sur la Russie. Et qu'est-ce qu'on voit ? On va ajouter ce contexte géopolitique, il n'y a pas besoin de s'étendre trop longtemps dessus, mais on a quand même 2 représentants américains à Kiev, ce qui est quand même un signal extrêmement fort, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, qui explique que l'Ukraine peut gagner la guerre si elle a les équipements adéquats, et on sent bien qu'ils ont envie de les lui donner. Et ce matin, on avait Sergueï Lavrov, le chef de la Plume russe, qui disait le risque d'une 3e guerre mondiale, rien que ça, est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Alors, on voit bien tout le côté... un tox, un fox, ce que vous voulez, ce qu'il y a là-dedans, mais c'est sûr que ça ne va pas amener de la sérénité sur les marchés, et notamment sur les marchés de matières premières à court terme. Et on en manque de la sérénité. Comment est-ce qu'on fait pour se rassurer un petit peu? Encore une fois, je ne vais pas finir nécessairement sur une note positive, Laurent, mais voilà, pour se rassurer un petit peu, on pourrait dire quoi, que les autorités monétaires chinoises semble vouloir faire l'effort pour soutenir l'économie. Ce matin, c'est un peu ce qui portait d'ailleurs. Même si on se rend compte que là aussi, la Chine, contrairement à peut-être ce qu'elle a fait les autres fois, ne va pas faire un tous azimuts. Elle va faire des soutiens ciblés. Effectivement, vous l'avez dit, ce matin, il y a eu des annonces. Soutien ciblé sur les propriétaires de maisons, les petites entreprises. Elle a envie vraiment d'aider le tissu économique. L'assouplissement des exigences en matière de réserve de change, là aussi c'est dans le but de ralentir la dépréciation du yuan. Elles vont passer de 9 à 8%. Donc, on peut estimer qu'en Chine, on sait très bien que les autorités sont quand même attentives, là aussi, à l'économie et qu'elles vont faire le nécessaire pour que tout ne se barre pas en cacahuète, si vous me pardonnez l'expression. Et puis, les données sur lesquelles on peut se rassurer quand même, c'est que malgré tout, on va avoir les chiffres de croissance américaine et de la zone euro dans le cours de la semaine. Ce sera sur le T1. On verra on est dans le rétroviseur, on verra comment ça s'est passé. On est aussi dans le rétroviseur, mais quand même, pour le moment, les chiffres trimestriels qui ont été publiés par les entreprises sont plutôt bons. Là aussi, c'est quand même un début d'année qui est plutôt assez remarquable. Et puis, on a, au niveau indicateur statistique, encore des signaux de confiance, notamment en France, qui sont plutôt optimistes sur la confiance des consommateurs, sur la confiance des entreprises aussi. Une croissance abaissée, pas encore au tapis, voilà. Et puis quand même un marché qui ne va pas monter de façon uniforme, qui va rester volatile. Je ne sais plus qui disait que voilà, on n'allait plus pouvoir tout acheter maintenant sur les indices. Il allait falloir faire son choix. C'est forcément un marché plus compliqué pour l'investisseur. Exactement. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin. Merci David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Merci.